Yo! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Lamakodeur. Aujourd'hui, on va parler d'un pattern de récupération de données, à savoir le pattern repository. Je vais rapidement vous présenter les avantages et inconvénients, et ensuite on va rentrer un petit peu plus dans le détail du pattern et voir le cas particulier de l'imbrication. Je me suis pas mal posé la question de comment vous présenter un petit peu ce petit tutoriel, et au final, ce que je me suis dit, c'est que le mieux, c'était tout simplement de vous montrer et de vous présenter au fur et à mesure les différents avantages à utiliser ce pattern. Comprenez juste bien, par contre, donc avant de commencer, que tout ce que je vais dire est assez subjectif et que ce pattern s'applique avant tout à des API de type CRUD. Donc une API de type CRUD, ça va être une API qui va vous proposer des get, create, update, delete. Et les get, en l'occurrence, donc deux. Un qui va vous permettre de récupérer une ressource en particulier et un qui va vous permettre de récupérer une liste. Juste une dernière petite information, donc la première fois que j'ai voulu utiliser le pattern, je m'étais basé sur un article de alexander.lichter, article que je vous mets en description. Donc n'hésitez pas à le consulter s'il y a une approche un petit peu différente de celle que j'ai faite. Je pense que la mienne est assez complémentaire. Le pattern repository, c'est basé sur du CRUD. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu créer donc, au sein d'un répertoire utils un fichier qui s'appelle repository.js dans lequel j'ai défini donc, le code suivant. Donc, vous avez tout le code en description au niveau du GitHub. Dans ce fichier, c'est assez simple, je fais juste de l'injection de dépendance. Donc là, en l'occurrence, je viens injecter mon client HTTP, puis passer en paramètre d'une fonction la ressource. La ressource, ça va être l'URL de l'entité. Donc par exemple, si je viens créer des utilisateurs, ma ressource, ça va être users. Et mon client HTTP, ça va être Axios, Nux HTTP ou des choses comme ça. En l'occurrence, dans ce tutoriel, j'utilise Axios. Si vous n'êtes pas très familier avec le fait d'écrire le code comme ça, sachez que cela revient au même que de le faire comme ceci. Derrière, on va venir utiliser l'utilitaire que l'on vient de créer ici au sein d'un plugin. Donc ce que je fais ici, là, c'est que je viens récupérer la fonction que j'ai créée au niveau de mon fichier repository.js. Je viens ensuite donc, injecter Axios en tant que dépendance à l'intérieur de ce repository. Donc là, ce qui était le HTTP client. Je récupère donc, ce que j'ai appelé ici un repository injector, auquel donc, j'injecte un ensemble de ressources. Donc là, je vais l'appeler une première fois avec la ressource post. Donc ce que ça va faire, c'est que du coup, post va contenir l'ensemble des fonctions qui sont définies ici. Et ensuite, je fais la même chose avec user. Et donc, mon attribut users ici va contenir aussi donc l'ensemble des fonctions qui ont été définies ici. Et si vous avez 5, 10, 15, 20 ressources, vous allez pouvoir faire pareil. Après, si vous voulez venir automatiser un petit peu la chose, vous pouvez très bien donc, déclarer un tableau, par exemple, donc, qui va contenir la liste de vos entités. Donc là, par exemple, pour moi, post, users, et venir donc, faire un for each, quelque chose comme ça, pour automatiser vos différentes injections. Et enfin, donc à la ligne 20, je viens utiliser la méthode inject de Nuxt.js, donc qui va venir injecter au sein du contexte Nuxt une nouvelle variable, en l'occurrence repositories, avec l'objet que j'ai généré précédemment. Ça va me permettre de garantir une meilleure interopérabilité de mon code. Donc à partir de maintenant, je ne vais plus jamais au sein de mon code faire un this.$axios ou quoi que ce soit. Je vais juste faire un this.$repositories, que je sois dans un hook Nuxt.js comme Async.data ou un hook Vue.js comme created, mounted ou dans le store Vuex. Dernière étape, je suis venu définir au niveau de mon fichier de configuration de Nuxt, donc nuxt.config.js, le plugin donc, que j'ai créé là et qu'on vient de voir à l'instant, donc plugins/repositories.js. Si je vous montre rapidement comment ça fonctionne au niveau de l'utilisation, donc je suis venu créer une page base.vue à l'intérieur de mon répertoire pages. À l'intérieur, j'ai défini un bouton pour créer un post qui va venir appeler au clic la méthode createPost. Et ensuite, juste, j'affiche une liste de posts. Ensuite, j'utilise le hook Nuxt Async.data qui va me permettre de récupérer donc, la liste de posts au travers d'un await de la repositories.post.get. Si j'avais voulu récupérer un seul post, j'aurais juste à utiliser getOne et à lui passer donc l'identifiant. Pour la création de poste, je suis venu définir une méthode createPost. Cette méthode, je l'ai directement mappée avec mon store.
Donc là, en l'occurrence, dans mon create post de mon store posts, ici, je viens directement donc utiliser this.repositories.post.create. Je suis passé par le store, tout simplement parce que on va souvent pouvoir créer une entité ou mettre à jour une entité, supprimer une entité de plusieurs manières. Et dans ces cas-là, c'est toujours mieux de passer par le store et donc de centraliser vos appels à $repositories. Parce que si par exemple votre client vous demande à chaque fois qu'on vient créer un store, je voudrais avoir un tracker, bah, ça va vous éviter de venir modifier 2, 3, 4 méthodes de création de poste. Et vous allez juste venir ajouter votre tracker au niveau de votre action du store. Pareil, par exemple, souvent on demande, avant la suppression de telle et telle ressource, je voudrais avoir un message de confirmation au sein d'une pop-up. Donc pour tous ces cas-là, toujours centraliser les actions des utilisateurs au niveau du store. Pour la récupération de données, par contre, je le garde toujours de manière brute, donc comme j'ai pu faire ici. Au niveau des avantages que je n'ai pas énoncés, donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y a l'interopérabilité, mais il y a aussi le fait que vous manipulez directement un objet post. C'est-à-dire que si au niveau de l'API, cette entité est renommée, ça ne va pas impacter votre code. Par exemple, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'au début, on partait sur des termes pluriels, et en fait, on me dit « non, j'ai des difficultés, on va passer sur un terme au singulier pour le moment ». Qui dit pour le moment dit « plus tard, ça risque de rechanger ». Donc là, j'avais juste eu à faire ça. Autre avantage, quand vous communiquez avec une API qui fonctionne en snake case. Donc le snake case, c'est tout ce qui va ressembler à, par exemple, user_id. Là, tout à l'heure, quand je venais créer mon entité, moi, je manipulais du camel case. On est en JavaScript, on manipule du camel case. Donc ici, au niveau de mon action, ce que j'aurais fait si je n'utilisais pas donc, ce pattern, c'est qu'à ce niveau-là, j'aurais fait un mapping. Donc au lieu de passer le payload, j'aurais fait directement ici du user_id de .payload.user_id. Mapping que j'aurais aussi dû refaire au moment de la récupération de données, donc à l'intérieur de mon base. Donc là, à ce moment-là, le base, je serais passé par une action dans le store, un getter, et j'aurais fait le mapping au niveau du store. Là, en utilisant le pattern repositories, ça va être beaucoup plus simple. On n'a plus du tout à fonctionner de la manière suivante. Ça peut rester un passe-plat pour le moment. Et à ce niveau-là, donc au niveau de mon fichier repository.js, donc dans mes utilitaires, ici, je vais pouvoir, donc au niveau de la récupération de données sur le get, venir mapper l'ensemble des attributs que je reçois et les passer de snake case à camel case. Et de la même manière, quand je suis dans un create ou dans un update, tous les attributs que je vais envoyer au serveur qui sont en camel case, je vais pouvoir les convertir en snake case. Je voudrais maintenant aborder avec vous un cas un petit peu particulier. Tout à l'heure, on allait utiliser directement la ressource post. Donc on faisait toujours un slash post, éventuellement suivi d'un slash id. Mais dans certains cas, ce qui est même assez souvent le cas sur ce type d'API orienté objet, vous allez aussi devoir accéder à une ressource inclue dans une autre ressource. Par exemple ici, si je vais taper le web service /users /l'identifiant de mon utilisateur /post. Donc ce qui va me retourner, si je vais taper le web service get, la liste des posts associés à mon utilisateur dont l'identifiant est user_id. Je ne peux pas utiliser directement la méthode que l'on utilisait tout à l'heure pour faire ça. Parce que là, on passait directement la ressource, mais au moment où on passe cette ressource, comme on est à l'intérieur d'un plugin Nuxt.js, on ne dispose pas encore de l'identifiant de l'utilisateur. Donc on n'est pas en capacité de faire du slash avec l'identifiant et la ressource, donc en l'occurrence des posts. Pour résoudre ce problème, ce que je vous propose, c'est de reprendre le même exemple que tout à l'heure, donc là avec ma double injection de dépendance, et de venir, donc au lieu de ne passer aucun paramètre, venir passer un paramètre qui soit nested IDs et qui va contenir l'ensemble des identifiants de mon URL. Parce que là, on a pris l'exemple avec un seul, mais j'aurais très bien pu avoir post ID slash, par exemple, une ressource like ou je ne sais quoi. Ce paramètre nested_ids, je vais le passer à une méthode getPassNormalized, en même temps donc que le pass. Pass qui est le nouveau nom que j'ai donné à ce que j'avais appelé précédemment resource. Je l'ai nommé pass tout simplement parce que resource, quand il y avait juste user, c'était logique. Mais là, quand on passe à un users /2.userid/post,
ça m'a paru plus cohérent de le nommer comme ça. GetPassNormalized, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, je vous laisse lire et comprendre comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de juste venir remplacer mon 2.userID par l'attribut de même nom à l'intérieur de mon objet NestedIDs. Et donc là, ça fonctionne de manière récursive. Donc si j'avais eu, je ne sais pas pourquoi je l'ai supprimé ici, ouais. Si j'avais eu donc mon 2.postID avec ma ressource like derrière, ici un post ID avec une certaine valeur, automatiquement il serait venu transformer ma ressource de la manière suivante. Voilà, c'est tout pour cette présentation du pattern repository. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Twitter, Twitch et Telegram. Allez, à toutes les Linuxiens.